La deuxième partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Si vous nous prenez en cours, je vous les présente très rapidement. Anthony Bélanger, spécialiste de politique internationale. Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Bruno Darroux, directeur du pôle international. Chef du pôle international de Radio France Internationale. Parce que chez nous, directeur, c'est... Bon, allez, chef, vous êtes chef, mais Christian est directeur et Ziad est directeur. Ziad Limam est directeur du mensuel Afrique Magazine. La crise et encore la crise dans la zone euro avec toujours cette question. La Grèce va-t-elle pouvoir être sauvée? Les Allemands traînent toujours des pieds, vous le savez, mais au final, eh bien, ils finissent toujours par payer. Les députés allemands ont dit jeudi oui à un second plan de sauvetage de la Grèce. Et 2 jours après une visite de Georges Papandréou à Berlin, qui a tenté donc de rassurer la chancelière allemande, eh bien ce même Georges Papandréou, Premier ministre grec, était aujourd'hui à Paris. Il a rencontré Nicolas Sarkozy. On l'écoute. J'ai eu une discussion très constructive avec Nicolas Sarkozy sur la crise actuelle. Je veux être très clair, la Grèce est déterminée. Moi-même, le gouvernement, le peuple grec, nous sommes déterminés à faire les changements nécessaires. Bruno Darroux, le Premier ministre grec, dit qu'il est déterminé, mais apparemment les réformes tardent à venir, notamment les réformes fiscales. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Grèce? Enfin bon, il y a eu quand même, là, il y a quelques jours, un nouveau train de mesures qui a été adopté par le gouvernement grec, qui est quand même assez dur. 4e train de mesures. Voilà, concernant notamment les retraites assez faibles. Donc bon. Mais je parle de la fiscalité, là. Oui, bah, effectivement, ce qu'on reproche, d'ailleurs, ce qu'a reproché la Troïka récemment à la Grèce, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale notamment, ils sont allés là-bas, ils ont dit, écoutez, et l'Union européenne, bien sûr, ils ont dit, écoutez, pour le moment, vous n'êtes pas au rendez-vous. Donc nous, on vous donne, voilà, c'est du donnant-donnant, comme dirait l'autre, et pour le moment, on n'y est pas, quoi. Donc visiblement, il a du mal à faire ça. Bon, là, il est allé d'abord en Allemagne, c'était peut-être quand même le voyage le plus important de Papandréou, c'était pour aller remercier Angela Merkel. Finalement, le vote du Bundestag a eu lieu et c'est un vote très important. Et puis, je ne sais pas, visiblement, ça a été décidé au dernier moment, son escale à Paris, bon, pour remercier les 2 plus gros pays de la zone euro qui finalement ont voté l'aide à la Grèce et comme vous le disiez, le renforcement du Fonds européen de solidarité. Ça, c'est quand même très important parce que ça permettra notamment d'accorder des crédits aux pays en difficulté à l'intérieur de la zone euro. C'est un fonds, je crois, qui est doté de presque 450 milliards d'euros. Donc ça, c'est quand même important que l'Allemagne et politiquement, dans sa quasi-unanimité, ait décidé de voter ça quand même. Oui. Anthony Bélanger. Oui, alors, moi, je reviens toujours sur l'histoire de la Grèce parce que je trouve que c'est une histoire assez extraordinaire dans l'Union européenne quand même. Il n'y a pas pays avec lequel on a été plus, l'Union européenne d'une manière générale, a été plus bienveillant depuis ses origines que la Grèce. Elle est entrée avant l'Espagne et le Portugal dans l'Union européenne, dès 80, simplement parce que les présidents, les chefs de gouvernement de l'époque trouvaient merveilleux que cette Grèce qui avait inventé la démocratie, qui avait inventé l'Europe, rentre au plus vite possible, juste après la dictature des colonels, dans la famille européenne, parce qu'ils avaient tous fait des études grecques, en fait. On a été, y compris bienveillant avec la Grèce, à chaque étape où on l'a fait rentrer au chausse-pied, y compris dans l'euro, quand on savait tous très bien, enfin en tout cas les gouvernements le savaient, que les Grecs s'étaient un petit peu arrangés avec les chiffres. Ils le font toujours et on l'a toujours fait. Et encore aujourd'hui, cette bienveillance vis-à-vis des Grecs, qui à moi m'est sympathique, hein, je ne suis pas du tout en train se vérifie en France, en Allemagne avec le vote du Bundestag. Et je la trouve effectivement éminemment sympathique, en fait, cette bienveillance. Parce que d'une part... la bienveillance de l'Allemagne et de la France. La bienveillance de l'Allemagne, de la France, de l'Europe en général. Ils ont quand même un peu traîné, des pieds. Les Allemands, ça n'a pas été... Attendez, on a traîné. Moi, je commence à en avoir un tout petit peu assez qu'il faille qu'on demande à l'Europe d'aller plus vite que les marchés. L'Europe se fait à petits pas et il a fallu 2 mois entre le moment, le 21 juillet, le moment où on a adopté ce fameux renforcement du Fonds de stabilisation monétaire et le vote du Parlement allemand. C'est le pas de l'Europe, mais on n'a pas à être, à obéir au marché qui voudrait une décision là tout de suite maintenant. C'est comme ça que l'Europe se fait. Je note simplement que les Finlandais ont voté le même plan, ce qui n'était pas évident, que les Autrichiens l'ont fait aujourd'hui, ce qui n'était pas évident, et que les Slovaques qui traînent les pieds risquent de le faire aussi un peu. Donc l'Europe s'en est plutôt bien tirée dans l'histoire. Ouais, enfin, Barack Obama trouve en tout cas que les Européens, justement, ont mis du temps. D'abord, il y a une cette semaine de The Economist qui dit « En attendant que les politiques interviennent, ayez peur ».
et donc une plutôt anxiogène, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va l'écouter si vous voulez bien. Donc cette déclaration du président américain qui lui s'inquiète donc de la crise dans la zone euro. C'était lundi soir en Californie. Les Européens ne se sont pas totalement remis de la crise de 2007 et n'ont jamais complètement réglé les défis auxquels leur système bancaire faisait face. La situation est maintenant aggravée par ce qui se passe en Grèce, donc ils traversent une crise financière qui effraie le monde. Et ils essaient maintenant de prendre des mesures. Mais ces mesures ne sont pas intervenues aussi vite qu'elles auraient dû. Ziad, les décisions prises par les Européens n'ont pas été assez rapides, c'est ce que dit le président américain. D'habitude, j'aime bien Barack Obama, mais alors là, les Américains, l'hôpital qui se fout de la charité, ça commence à être aussi un peu pénible. Je veux dire, ils ont une théorie qui est très simple, c'est la relance. Alors super, on crache 1000 milliards, ce qu'ils font eux tous les 5 ans, et ils ont un déficit pas possible, que tout le monde paye depuis 70 ans sur la planète, et ils donnent des leçons aux Européens en leur disant mais pourquoi vous ne faites pas de la relance, pourquoi vous ne mettez pas 1000 milliards vous aussi. Il y a quelque chose de, et ils sont très embêtés parce qu'ils ont besoin de l'Europe, et quelqu'un a dit off là il y a 2 secondes, ils découvrent que l'Europe pèse lourd aujourd'hui sur la place, c'est surtout ça, et qu'ils sont obligés de se mettre un peu d'accord. Je voulais juste rajouter une phrase sur la Grèce, parce qu'on parle de la Grèce, l'euro, on ne parle pas des Grecs. Ouais. Les Grecs sont en train d'être ratissés socialement, ce qui, je veux dire, tout le monde s'en fiche, pourquoi pas, mais quand on voit des pensions qui étaient à 1500 € qui passent à 1000 €, des salaires qui étaient à 1000 € qui passent à 600 €, etc., et les riches Grecs, c'est là que ça pose un problème. Voilà. Les riches Grecs ne sont pas imposés. Je pense même à l'Église aussi orthodoxe. L'Église ne paiera pas la taxe immobilière. C'est quand même incroyable. Les armateurs aussi. Que les armateurs sont exempts constitutionnellement. Tout à fait. Voilà, il y a un moment où quand on demande de tels sacrifices aux gens, si on le faisait en France, si on imposait à la France un tel régime sec aux classes moyennes et aux petites gens, je pense que ce serait la révolution. Et ça, il y a des diminutions de 20% sur certaines retraites. C'est impressionnant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier, les Grecs pensent, quand vous regardez un petit peu les sondages, et vous connaissez bien les Grecs ne sont pas contre ces mesures. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ils savent bien qu'il faut réformer le système. Ils demandent qu'il soit justement appliqué. Effectivement, l'Église orthodoxe grecque est la première... Voilà. Oui, et la première... Bien sûr, il y a des explications historiques, mais... mondiale de l'orthodoxie. Sans doute, l'Église orthodoxe jouit d'un statut fiscal parce que très favorable et dont elle abuse. Oui. Puisqu'il est très facile de se faire des faux papiers. Terrienne du pays. On va au Mont Athos, on fait un don de 1000 et on vous fait un papier de 2000. Ça a été fait, voire de plus. Ça a été fait pendant longtemps. Mais l'Église est constitutive du sentiment national alors que l'État avait été liquidé par l'Empire ottoman. Oui. Donc ça, c'est une chose. Il y a des dépenses militaires considérables, totalement anormales, en raison de la tension avec la Turquie. Et là-dessus, on n'y prête pas attention. Christian. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce que je voudrais simplement, le cas grec montre 2 choses, de mon point de vue. Qu'il y a une strate politique et une strate économique. Économiquement, les Allemands étaient contre le fait de payer au départ et ils ont fait perdre beaucoup de temps à l'ensemble du processus, même si aujourd'hui les Allemands payent sans discuter. Il faut bien le reconnaître clairement. C'est très important, c'est essentiel. Et c'est ça qui envoie un signal encourageant aux marchés mondiaux, parce que l'Allemagne, c'est le Made in Germany, c'est irréfutable pour les marchés. Bon, ça c'est la strate économique. L'Allemagne a tardé et on a perdu beaucoup de temps pour un pays qui, n'oublions jamais, représente même pas 2% du PIB de l'Union européenne. Donc ça n'aurait pas dû nous couler globalement. C'est notre indécision qui l'a fait. Et la deuxième strate, c'est la strate politique, et là, c'est la France qui est en cause. Parce que la dérive, c'est pas la Grèce seule, la dérive du déficit public par rapport au PIB. La France s'est lancée là-dedans à corps perdu. L'Allemagne aussi, fut un temps, a été peu vertueuse, elle est redevenue, mais l'Italie n'en parlant pas, l'Espagne n'en parlant pas, donc nous avons un problème global. Or, sur la strate politique, il n'y a qu'un seul moyen de procéder. C'est une perte de souveraineté, c'est ce à quoi assiste la Grèce, c'est-à-dire des espèces de messieurs en gris qui viennent et qui disent, voilà les chiffres, on veut les comptes, on veut tout vérifier, etc. Ça, la France n'en veut pas, parce qu'elle n'en veut pas pour elle-même non plus. Donc, l'Allemagne a bloqué sur l'argent, la France a bloqué sur la notion de souveraineté, et ça, au total, un peu compliqué le dispositif. La leçon à tirer, c'est que quand on est en ordre de bataille, à peu près après tant de tergiversations, on y arrive, eh bien, le poids et la puissance de l'Europe, Obama le prouve, est très impressionnante. Nous pouvons peut-être, il faut l'espérer. La leçon de cette histoire, c'est que Obama s'est effectivement rendu compte que l'Europe existait, et du coup, avec beaucoup d'étonnement, remarque que l'Europe, ça prend du temps à construire.
construire et ça prend du temps à organiser. Et alors que la zone euro s'enfonce dans la crise, ces déclarations d'un petit boursicoteur, c'était sur la chaîne britannique BBC, il s'est fait passer dans un premier temps pour un trader. On lui demande ce qui rendrait confiance aux investisseurs. Eh bien, sa réponse est tout juste hallucinante. On l'écoute. C'est une question piège. Personnellement, ça n'a pas d'importance. Je suis trader. Ces histoires ne me regardent pas. Si je vois une occasion de faire de l'argent, j'y vais. La plupart des traders n'ont que faire de comment les gouvernements vont arranger l'économie, de comment ils vont arranger la situation. Notre boulot, c'est de gagner de l'argent. Et personnellement, cela fait 3 ans que je rêve d'une telle situation. J'ai une confession à faire, c'est que toutes les nuits, je ne rêve que d'une nouvelle récession. Les gouvernements ne dirigent pas le monde. Goldman Sachs dirige le monde. Et Goldman Sachs n'a que faire des plans de relance. Ziad Limam, vous avez l'air atterré. Alors c'est une supercherie, on va quand même le dire. Ça pose... Ah non, non, pas du tout, vous trouvez ça formidable? Excellent acteur. Voilà, c'est une petite supercherie. Qui est dans la caricature de ce job et des marchés financiers, etc. C'est-à-dire, il y a un fond de vérité qu'on a totalement extrapolé et qui fait merveilleusement bien. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'à la BBC, il n'y a personne pour dire c'est qui celui-là, d'où il vient, enfin, je sais pas, le truc de base. La BBC a maintenu parce qu'il y a eu toute une polémique. La BBC a maintenu, et deux, sur le fond, quand même. c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas entièrement vrai. Sur le fond, Goldman Sachs rules, mais Goldman Sachs rules sur une planète qui fonctionne à peu près. Pas sur une planète totalement désorganisée, comme il le raconte, une espèce de chaos financier où les gens pourraient aller se servir là où il y a des opportunités et laisser crever tout le reste. Non, mais il y a l'idée aussi de la spéculation, quand même, et qui est une réalité aujourd'hui, qui pose quand même des problèmes de moralité. Il y a des traders qui gagnent de l'argent à la baisse, comme des traders gagnent de l'argent à la hausse, mais c'est pas nouveau, ça fait 50 ans que ça dure. Ça, c'est un truc qui est fait pour effrayer les gens. Moi, je veux bien, c'est très bien fait, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que le système ne fonctionne que quand il y a de l'ordre qui permette justement au marché de fonctionner normalement. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de marché. C'est exactement ça qu'il fallait dire. C'est-à-dire que ce que raconte cet homme, effectivement, était un petit peu embêtant pour la BBC, mais enfin, au fond, ce que cherchent aussi bien les spéculateurs que les boursiers, on le voit bien d'ailleurs, c'est de la sûreté. C'est flight to quality. C'est aller vers ce qui est... ce qui rapporte pas forcément beaucoup d'argent, mais dont on est au moins sûr. C'est qui est safe, qui est sûr. Et donc, en fait, la réalité des marchés, et ce qui fait aujourd'hui qu'ils tombent, ou qu'ils ont une espèce d'errement comme ça, c'est parce qu'ils ne savent plus où aller pour être sûrs de trouver un endroit, un havre de paix où pouvoir mettre leur argent. Est-ce que c'est les bons Allemands? Vous pensez pas que les marchés montent et descendent parce qu'ils spéculent? Parce qu'ils sont acteurs aussi de ça, parce que ça marche. Je suis pas sûr. Je pense vraiment. Il y a des marchés, par exemple, les matières premières. C'est aussi ce qui a permis au monde de connaître une phase de croissance sans précédent. Aux pays émergents. Attendez, pensez aux pays émergents. Ne voyons pas ça que du point de vue des pays riches qui sont en train de devenir décadents. Les pays émergents, oui, il faut bien dire les choses sur le plan économique. Les pays émergents ont profité d'une manière spectaculairement rapide des mécanismes financiers internationaux pour se développer, alors même que leurs systèmes politiques sont en retard par rapport au développement, et que la plupart d'entre eux, je pense à la Chine en particulier, sont des régimes très autoritaires encore. Donc, c'est comme ça, on l'a accepté, cette règle du jeu. Il ne faut pas aujourd'hui venir dire que ça ne convient pas. Ce qui ne va pas, c'est que ce soit une règle du jeu sans règle. C'est pas possible. C'est-à-dire avec la liquidation des États à la clé. Ça, c'est inadmissible. Je pense que la nature a besoin de... Oui, non, mais moi je pense que ça... je pense que tout le monde accepte la règle, mais ce qui s'est quand même passé depuis 25 ans, c'est qu'effectivement, les États, par rapport à ces marchés, soit ont renoncé, soit se sont fait dépasser, contourner, d'où ce sentiment. Si les États avaient été vertueux, et certains l'ont été, ils ne seraient pas dans cette situation. Et si les États n'ont pas été vertueux, c'est parce que les hommes politiques de droite, de gauche, successifs, ont fait des chèques pour calmer le mécontentement populaire et en aggravant les déficits publics. Le système a besoin d'équilibre. Voilà. Donc quand les marchés vont trop loin, le curseur se déplace violemment et on a des régulations qui commencent à tomber de tous les côtés. Quand les États vont trop loin, on a la situation dans laquelle on est. Tout ça fonctionne ensemble, en symbiose. Ouais. Ça, c'est un pur délire. C'est une imagination de trader fou. Enfin, on est dans Batman. On est dans une espèce de film où des gens comme ça... On a laissé croire à ces gens qu'ils étaient importants. Je pense lui, c'est tellement... Non, mais lui, il joue un rôle. De tous les penseurs. Je trouve que c'est pas innocent que ça se passe en Angleterre. Le pays, justement, où la dérégulation a été la plus forte, où le marché a été si dominant et où on a théorisé
travaillistes comme conservateurs, la force on a déifié le désengagement de l'État. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que depuis 20-25 ans, on nous explique que l'État ne doit absolument pas intervenir sur les marchés, que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. C'est la main du marché qui est toujours... Eh bien, ce qui est assez... La main visible du marché, oui. Enfin, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on se rend compte exactement de l'inverse. C'est-à-dire qu'au fond, ces marchés crient, hurlent pour que les États réinterviennent, régulent, mettent de l'ordre et de la sécurité dans ces... Je pense que c'est ce à quoi on est en train d'assister. On est vraiment en train de... Ils demandent de la sécurité sur les dettes, qui pourtant étaient les choses les plus sûres du monde. Ils demandent de la sécurité sur les banques, qui étaient aussi les choses les plus sûres du monde. Au fond, c'est au fur et à mesure que la main invisible du marché se défausse qu'ils demandent aux États d'intervenir de plus en plus. Il y a quand même des rapports de force. Par exemple, la spéculation sur les matières premières, qui ne correspond pas à la réalité du marché idéal, puisqu'il y a des matières premières qui coûtent 7 fois plus cher que ce qu'elles devraient coûter, tout simplement parce qu'il y a tout un business de la spéculation derrière. Des intermédiaires. Ça, c'est un rapport de force entre les pays producteurs de matières premières, les pays consommateurs et les spéculateurs. Là, on n'est pas du tout dans la complémentarité. Il faut imposer des règles sur ces marchés pour pas que les pays producteurs, par exemple, se fassent ratisser comme ils se font ratisser. Il y a une... Ça, c'est un. Les traders qui spéculent à la baisse, je ne sais plus qui a fait interdire ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais la tentative de faire interdire ces spéculations à la baisse qui entraînent les marchés vers le bas, je pense que c'est des rapports de force aussi. Sur les matières premières, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une tension sur les matières premières aussi parce qu'il y a une surconsommation. On voit bien que la Chine est en train d'accaparer. Il y a des matières premières comme le cuivre ou des choses assez évidentes sur lesquelles la Chine est spécialisée. Voilà. Ensuite, il y a des jeux de stockage, vous avez raison. Et puis, c'est vrai aussi, il y a des produits qui sont financiers, qui sont établis à partir de ces on va vers et qui sont en train de et qui peuvent accentuer la spéculation. Mais cela dit, et d'ailleurs, y compris nous, je trouve qu'on est responsable, y compris nous, les journalistes, les commentateurs, etc. Parce qu'en 2008, quand il y a eu la première grosse crise, on a déversé des centaines et des centaines de milliards de dollars. Avec le recul, est-ce qu'on a beaucoup entendu les responsables politiques, mais même les journalistes dire mais attendez, déjà on a un déficit énorme. Il y avait ce débat sur le déficit, mais c'était mais de toute façon ça reviendra. En 2008, ils nous avaient dit qu'on allait réformer le système financier. On n'a pas vu énormément les déficits quand même en 2008. On en est là aujourd'hui à cause de ça. Merci à tous les quatre d'être venus. C'est déjà fini. Je vais vous demander ce que vous avez marqué. Voilà, dans l'actu de la semaine, c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord pour revenir, Bono ? Absolument. Ça va, vous avez pris un engagement devant tout le monde. Merci beaucoup. Christian, vous reviendrez la semaine prochaine ? Ziad, vous reviendrez la semaine prochaine ? Moi, je viens quand vous voulez. Anthony ? Avec grand plaisir. Écoutez, c'est formidable. On se retrouve alors tous les quatre la semaine prochaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end, très belle soirée. Je vous retrouve lundi 19h10 heure de Paris pour un nouveau débat sur France 24.